Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle soirée littéraire de l'Unipop. On avait initié cette proposition l'année dernière avec une rencontre d'auteurs d'ouvrages de cinéma. On avait rassemblé quelques écrivains autour de cet angle du livre de cinéma. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être un rendez-vous à instituer, voilà, un rendez-vous littéraire à l'Unipop. Et cette année, l'idée s'est présentée d'inviter des écrivains locaux, voilà, dont l'œuvre est ancrée dans notre région, sur le territoire bordelais. Alors on devait recevoir un duo ce soir. On avait pensé à deux personnalités qui avaient accepté notre invitation, dont François Garcia, qui est à nos côtés. Bonsoir et merci. Merci infiniment François. Donc, on est ravis de retrouver en fait François Garcia à Pessac parce qu'il avait fait partie d'un jury au Festival du film d'histoire, le jury du documentaire inédit en 2022. Et donc on est très heureux de passer cette fois toute une soirée avec vous, voilà, discuter de votre parcours d'écrivain. Et donc on devait accueillir également Yves Arté qui a dû décommander, donc on l'a su assez tardivement, on a dû au pied levé un peu revoir le format, le contenu de la soirée. Mais voilà, encore une fois, on remercie François Garcia de sa disponibilité et voilà, de s'adapter. Et puis on est très content d'avoir ce long moment pour parler de votre œuvre littéraire riche, passionnante et pour le coup vraiment fortement liée à l'histoire locale. On va en parler. Alors avant de démarrer, juste un petit mot, François. Oui, alors c'est l'histoire locale, mais qui va aussi jusqu'en Espagne. Hein, donc c'est local au sens large. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait vraiment assumer cette dimension bordelot-espagnole en proposant un buffet espagnol. Voilà, on ne fait pas tous les jours, hein, ça n'arrivera pas tous les 4 matins. Mais à l'issue de cette rencontre, pour rester dans le ton, l'univers de François Garcia, vous pourrez déguster et boire des vins d'Espagne et des mets d'Espagne. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de la soirée. Et peut-être qu'il ne vous aura pas échappé que le thème du festival de cette année, c'est l'Espagne. Et c'est aussi le Portugal. Donc ce double thème a été choisi en novembre dernier, comme vous le savez. On est en plein dans la préparation, sur les films, sur les débats, voilà. Mais voilà, ce qui est troublant, c'est qu'avec Audrey, avec Bruno, avec Julia, enfin, avec le reste de l'équipe, on avait préparé à l'avance l'Unipop, avec une soirée espagnole et une soirée portugaise, puisque c'est l'année du cinquantenaire de la Révolution des œillettes. Donc la soirée espagnole, c'est ce soir, et la soirée portugaise, c'est au mois de mai. Voilà, donc c'est aussi une façon d'annoncer le thème du Festival du film d'histoire. Des petits avant-goûts. Voilà. Donc en 2 parties. Première partie avec Audrey et je prends le relais tout à l'heure. On s'est réparti la tâche. Allez, on va s'installer. Voilà, donc on s'est réparti les lectures et donc les questions avec François. Donc on ne sera pas forcément dans une organisation chronologique, mais on va quand même... Merci. Remonter au début pour démarrer. Donc, vous avez une carrière atypique quand même d'écrivain, puisqu'en fait, cette carrière-là n'est pas votre carrière première. On va le dire tout de suite. Vous êtes un médecin devenu écrivain. Quand on le voit de l'extérieur dans votre parcours, on a l'impression que l'écriture, elle arrive assez tardivement. Alors, je ne sais pas si c'est le cas. Est-ce qu'elle a toujours été présente ? Est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont vous avez opéré ce passage d'une carrière à l'autre ? Peut-être qu'elle coexiste. Et est-ce que l'écriture, elle a toujours été importante aussi pour vous, votre rapport à la littérature, voilà. Voilà, oui, j'ai eu plusieurs passions dans ma vie et très tôt j'ai souhaité être médecin. Donc ça c'est je dirais une forme de vocation que j'ai eue depuis l'enfance. Et de la même façon, j'ai eu une révélation depuis l'enfance également par rapport à la lecture. J'étais enfant un grand lecteur et j'ai toujours aimé écrire. Je suis bavard, j'aime raconter des histoires, je suis curieux. Donc je pense que comme on sait, l'enfance compte beaucoup dans l'écriture et elle a été riche en lecture, riche en observation. J'ai eu la chance aussi de grandir dans un milieu très cosmopolite, très, très riche en caractère humain, en profil humain et aussi en circulation de la langue, je dirais. Tout ça pour dire quand même que bon, j'aimais toujours écrire, mais
je ne me déroutais pas, je voulais être médecin. Ensuite, il y a eu une autre passion quand même que je mentionne parce que elle est arrivée de façon assez surprenante, c'est ce qu'on appelle un coup de foudre, et peut-être que c'est arrivé par rapport à mes origines espagnoles qui étaient quand même en train de s'effilocher dans ma famille. Ma famille est arrivée, paternelle est arrivée au 19e siècle à Bordeaux, mais moi je me suis, je dirais, réibérisé, et j'ai poussé la passion très loin puisque je me suis passionné pour la tauromachie, et je dirais considérablement. Donc j'étais à la tête de plusieurs passions, et mes essais, si vous voulez, j'ai toujours écrit des petites histoires. Quand j'avais 25 ans, j'ai écrit un mauvais roman. Enfin bon, voilà, j'ai un peu bafouillé ma prose et ma poésie. Et puis est arrivé un jour où il s'agissait quand même d'être professionnel et de faire les choses avec responsabilité. On en parlera d'ailleurs puisque ça a fait l'objet d'un livre, d'un de mes romans. Et là, disons que l'écriture est passée en second, et la tauromachie aussi, jusqu'au jour où je me suis dit que je pouvais me passer ni de l'une ni de l'autre, et que je me suis replongé gentiment, je dirais, dans la tauromachie, sachant que quand même je ne pouvais pas faire carrière de ce côté-là, mais j'ai décidé vraiment, je me suis dit, on n'a qu'une vie, et j'ai voulu, et j'étais porteur de plusieurs livres, je le sentais, et il fallait que je m'y consacre. Voilà. Alors on va se promener un petit peu dans vos différents livres justement, donc on va démarrer par un roman capital qui va vraiment vous installer comme écrivain. Ce livre, c'est Jours de marché, qui est paru en 2005, je crois, 2005. Chez Liana Levy. Alors malheureusement, il est épuisé, donc on ne pourra pas le proposer tout à l'heure pour le petit temps de vente signature qui aura lieu parallèlement au pot espagnol. Mais alors peut-être que ça qui reviendra. Voilà, on peut avoir l'espoir. Ça date de ce matin, peut-être bonnes nouvelles. Et donc, de toute façon, je pense qu'un jour ou l'autre, j'espère bien, il sera réédité. Et disons que pour l'instant, il y a quelques difficultés pour se le procurer, quoi. Bon, en tout cas, livre important. Je le disais, c'est un roman, mais qui est fortement nourri d'une matière autobiographique. Vous allez pouvoir en parler. Et c'est vraiment un point de départ à plusieurs niveaux, puisque, en fait, vos autres livres vont un peu s'inscrire dans le prolongement de celui-ci. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez pensé cette entreprise? Comment est né ce projet de Jours de marché? Alors, c'était mon premier roman. Il n'est pas venu comme ça. Il est venu après, je dirais, quand j'ai dit que j'avais décidé de me consacrer à l'écriture, ça voulait dire qu'il y avait une discipline de vie. Il y avait aussi, je dirais presque une discipline de sommeil, c'est-à-dire moins dormir, parce que j'étais médecin à part entière, hein, j'étais pas salarié à mi-temps, je faisais des journées complètes, et donc il fallait prendre sur le temps des loisirs, mais quand on veut, je crois que quand on veut vraiment écrire, on y arrive, quoi, voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu, dans Anatomie d'une chute, justement, quand elle parle à son mari, quand on lui dit, mais quand on veut écrire, on y arrive, quoi, voilà. Donc j'ai approuvé. Et en fait, à partir de là, j'ai écrit des petites histoires, j'ai cherché, j'étais convaincu qu'il fallait que je trouve comment porter ma voix. Parce que quand même, si vous voulez, j'avais quand même quelques convictions par rapport à ça, à savoir l'importance, si je voulais écrire un livre, un roman, de l'importance de la structure d'un livre, de l'architecture d'un roman, et d'autre part, l'importance du style. Voilà. Et l'importance du style, mais qui ne devait pas être un procédé, qui ne devait pas être quelque chose d'artificiel. Et donc, je me suis posé plein de questions, j'ai fait plein d'essais. Comment porter sa voix de la manière la plus sincère et la plus susceptible de toucher le lecteur? Voilà, ça c'était très important pour moi. Et après de multiples essais, tout ça, ça a duré quand même 7, 8, 9 ans. Hein. Voilà, et j'ai pu, à ce moment-là, tout d'un coup, j'ai senti que j'avais cette voix, j'avais cette manière d'écrire qui me convenait.
Et là, je me suis lancé. Comme je vous ai dit, j'étais porteur de ce livre, c'est-à-dire que j'étais convaincu, et de toute façon j'étais en affinité, avec un Bordeaux qui n'était pas le Bordeaux bourgeois qu'on décrit partout, mais un Bordeaux populaire dans lequel j'avais grandi, et qui... Et notamment d'un milieu, parce que c'est pas simplement, je témoigne des différentes vagues d'émigrés qui arrivent dans le port et dans le marché, comme souvent dans toutes les villes, mais il y a aussi toute une population française et une énorme circulation de la langue. Et donc, je voulais témoigner de ça, et j'étais porteur de plein d'histoires. J'ai l'impression que j'en débordais même au début, tout ça, et il fallait un peu canaliser tout ça. Et donc l'écriture après s'est lancée, voilà, est partie avec la recherche quand même d'une structure qui peu à peu s'est imposée. Voilà. Alors, le marché dont il est question, c'est celui des Capucins. Donc, c'est vraiment le portrait d'un quartier à travers donc, cette communauté d'émigrés espagnols qui le font vivre, qui gravitent autour de ce marché des Capucins. Vous décrivez magnifiquement cette vie qui s'organise dans cet espace géographique, mais aussi à travers le temps, puisque donc, dans Jour de marché, on est dans toute la première moitié du XXe siècle. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus, aller plus loin sur vos choix de narration, parce que donc peut-être un peu plus sur les personnages que vous avez choisis, puisque cette vie que vous décrivez, ce quartier, on le suit à travers quelques personnages auxquels on s'attache et dont les trajets sont parallèles. Enfin, il y a deux temporalités différentes, mais qui se rejoignent. Donc vous parlez de construction, c'est intéressant. J'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus sur ce jeu de la chronologie et aussi sur les registres narratifs, parce qu'il y a un personnage qui utilise le jeu, on suit la première personne, et aussi un point de vue extérieur. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de tous ces choix ? Oui, mais vous avez dit toute la problématique du livre, c'est-à-dire qu'en fait, en toute modestie et en toute ambition aussi, c'est-à-dire que si je prenais le risque de m'exposer en écrivant un livre, c'était que j'avais quelque chose à partager, et donc il fallait avoir l'ambition, mais avec beaucoup d'humilité aussi, mais beaucoup d'exigence, d'écrire quelque chose où j'essaierais à ma façon et à ma modeste façon d'apporter quelque chose à la langue. Et comme j'avais le privilège quand même d'être curieux d'abord et de voir passer tant de gens picaresques, je dirais. Il y a un ami ici dans la salle qui m'a dit un jour le monde entier passait dans le magasin de tes parents, mais c'était vrai, quoi. Et il y avait donc différentes variations de la langue, il y avait tout ce qui peut enrichir une langue. Hein. Et à l'époque, moi j'étais quand même intéressé, et depuis longtemps, parce que maintenant on en parle. Même je vois que même Mélenchon a repris la créolisation, donc voilà. Mais à l'époque, si vous voulez, moi j'avais été passionné, j'aime bien la poésie, par le recueil Le Sel Noir de Édouard Glissant, qui date des années 50, et qui est un magnifique exemple de comment une langue peut être enrichie d'une autre langue. Et comment elle la rend vivante, comment elle la relance, comment elle peut renouer avec une authenticité. Il ne faut pas le faire avec n'importe quel verlan ou comme ça. Mais là, il y avait une authenticité. Donc il y avait ça. Il y avait la dimension du jeu qui permettait un parcours initiatique. D'ailleurs, sans tout dévoiler, mais enfin le héros, le narrateur, Emilio est orphelin. Donc on est quand même dans quelque chose où il y a du manque, où il y a de la difficulté d'adaptation, il y a de la transgression chez ce personnage. Et donc il y a une étude de caractère, et je dirais que lui permet non seulement une initiation, mais un temps évolutif. C'est-à-dire qu'il évolue dans un temps et dans un espace qui sont donnés, qui ne sont pas les mêmes de ceux de la chronique, qui, elle, se passe à la troisième personne, où on raconte les différentes familles qui peuplent les Capucins, différents mandataires, différents bouchers, différents personnages, et qui traversent, pour beaucoup, de façon un peu immuable, les temps de guerre, temps de paix, temps de difficulté, de pauvreté, de richesse, etc. Et donc, il y avait ce temps immobile
auquel venaient se mêler ou s'entortiller, je dirais, puisqu'il rattrape chronologiquement la saga, l'histoire du pauvre Emilio qui comment dire, n'a jamais su trouver sa place, quoi, voilà. Alors, quand je dis ça, c'est parce que c'est intéressant quand même. Il faut peut-être que en tout cas, moi, j'ai toujours pensé que ce qui était important en littérature, c'est le secret des destins, quoi. Voilà, c'était Appelfeld, je crois, qui dit le secret des destins et des âmes, quoi. Voilà, la littérature a à voir avec ça. Sauf que il y a un mode réactionnel. Comment finalement les personnages, au gré des événements et aussi de leur caractère et de leurs émotions et des événements qu'ils traversent, évoluent dans un roman. Voilà, c'est ça. Et donc, autant je dis, il y a une part immuable chez chacun et chez certains plus marquée parce qu'ils sont ancrés dans le temps, dans leurs repères, etc. Mais avec des variations morales, des variations par rapport quand même aux événements rencontrés. Et autant quand même, il y a aussi un aspect immuable dans l'aspect évolutif et initiatique du jeune Emilio. Je ne suis pas trop bavard, je parle pas trop. Ça va. Je voudrais quand même qu'on revienne au style, parce que c'est vrai que vous avez vraiment des singularités d'auteur, qui d'une part le travail de mémorialiste, j'ai envie de dire, enfin en tout cas la façon dont les destinées des personnages... Voilà, comment une mémoire personnelle est inscrite dans une mémoire collective et le rapport à l'histoire, mais il y a aussi vraiment un style distinctif, cette langue. Je vais la faire entendre un tout petit peu, parce que vraiment c'est ce qui frappe à la lecture et c'est ce qui fait, je trouve, la force de votre livre. C'est très singulier, c'est un style qui fuse, rapide, fluide, oralisé, avec des incises de dialogue, et puis quelque chose de très évocateur, qui apporte vraiment un effet de réel très fort. Alors, on est chez Emilio est marié à Marguerite Suarez. Les Suarez tiennent un commerce au Capucin, c'est une boucherie, je crois. Et voilà, on est dans une scène intime chez les Suarez. Alors, un court passage, est complètement arbitraire, j'aurais pu en lire 500 autres. Pour ce qu'on est remercié, c'est pas la mer à boire. À force de tirer sur la corde, j'y mettrai ma main au feu. On entendait la voix épuisante de Madame Suarez. Elle est de plus en plus bête, ta mère, j'ai dit à Marguerite. J'attendais qu'elle s'insurge au moins pour la forme, et prétentieuse, elle a ajouté. Des drames éclatants comme des orages, des dépenses inconsidérées lui venaient brusquement à l'esprit, faisaient virer à l'écarlate le crâne du beau-père. Mais Concha, tu n'y penses pas, il en bafouillait. Mais si j'y pense, j'ai même passé la commande, 2 mètres de Balzac pour les étagères à gauche de la cheminée et 1,20 m de Molière pour le rebord dans l'encoignure relié pleine peau superbe. L'albatros moderne style sur la cheminée, on ne lui avait pas demandé son avis. Il écartait les ailes pour repousser l'envahissante littérature. Mais Concha, c'est la guerre. Il y a des gens qui crèvent de froid et de faim, il y a des gens qu'on déporte, qu'on emprisonne, il n'y a jamais eu autant de misère. Et alors, c'est une raison pour que je laisse mes étagères vides ? Concha, tu me désespères. Que veux-tu qu'on fasse de ces livres ? Elle le toisait, amusée. Les lire, parbleu. Tu crois que j'ai le temps de lire ton Balzac avec le travail que j'ai ? Dis-moi. Il s'énervait, Suarez. Ses mains tremblaient, la barre dans le cou se plissait. Elle, ses yeux pétillaient. T'inquiète pas, t'auras pas à te donner ce mal, c'est des faux. Comment des faux ? Une affaire, je les ai achetés bon marché à un brocanteur de Mériadec. Il n'y a que la tranche des livres, elle se dandinait en repartant. Une affaire, j'ai eu que le cuir à payer. Il nous regardait, consternés. Des fois, mes enfants, je me demande si j'ai eu raison de me marier. Bon, un passage, voilà, encore une fois complètement arbitraire, mais que j'aime beaucoup, qui est très drôle. On a ce ton enlevé, cette fluidité, on a les pensées, les mots des personnages qui arrivent au milieu des phrases, et cette oralité. Donc je ne sais pas si vous voulez le commenter, la façon dont vous avez trouvé ce style, vous avez commencé déjà à en parler. En tout cas, avec François, ce qu'on s'est dit aussi, quand on parlait de cette langue et de ses choix d'écriture, on a pensé à Céline, qui, comme influence peut-être... Vous n'êtes pas les premiers, voilà. Mais je vais vous répondre. Et peut-être que vous pouvez nous en parler aussi, des influences d'autres auteurs. Très bien. Non, en fait, bon, c'est important, hein, parce que c'est un petit peu, finalement, ce qui singularise mon travail aussi. Hein, c'est-à-dire que, quand même, mon style, il est là. Hein, il est dans ce mélange de styles indirect et direct dans la même phrase. Et effectivement, au milieu d'une phrase narrative, il y a des bribes de pensée, des bribes de dialogue qui interviennent comme ça. Et c'est là où ce que je disais tout à l'heure, c'est venu, je dirais, naturellement, mais avec beaucoup de travail, quoi. Voilà, après un certain travail, en tout cas, tout d'un coup, bon, j'ai trouvé que
c'est comme ça que je parlais le mieux, parce qu'effectivement, si vous racontez la même histoire avec simplement du style direct, ça va tomber à plat, l'histoire. Et donc là, ça la rend vivant, et je la trouve beaucoup plus en adéquation avec l'histoire que je raconte, les personnages, leur caractère, leur manière de réagir. Et donc, je me suis senti, je dirais, en harmonie avec cette façon de parler. Alors, pour en revenir à Céline, parce que ça m'a été souvent, comment dire, pas reproché, mais comment dire, ça, on me l'a fait remarquer. Je suis un lecteur de Céline convaincu, et j'aime beaucoup Céline, mais en tout cas ce qu'il écrit, une partie de ce qu'il écrit en tout cas, et ceci étant, je dirais qu'il m'a autorisé justement l'oralité. Et ça, c'est formidable, parce qu'avant lui, bon, il n'y avait pas un tel langage, et cette possibilité d'oralité est extraordinaire. Et alors là où, si vous voulez, je diffère, et je ne me compare pas non plus, c'est dans la structure de ses phrases, de sa construction des phrases, qui sont hachées, rythmées d'une façon totalement différente, même avant la période des 3 points, hein, même dès le voyage au bout de la nuit et Mort à crédit, qui est peut-être son meilleur roman d'ailleurs. Et en fait, on n'a pas du tout la même construction de phrases. Voilà. Et dans l'esprit, je dirais que il me séduit beaucoup, il a un humour qui me plaît beaucoup. Il faut voir qu'il a quand même aussi de la compassion, Céline. Hein. Attention, c'est pas qu'un salaud. Il est capable de compassion jusqu'à un certain point, en tant que médecin, par rapport aux enfants. Voilà, donc il a ça. Mais c'est surtout l'oralité qu'il m'a permis, et puis qui, en fait, là, je me suis libéré, quoi. Enfin, je veux dire, je me sens autorisé, voilà. Et donc, je me pose même pas la question. Maintenant, c'est venu comme ça. Alors, c'est quand même un exercice difficile, hein, comme ça. Vous savez, c'est un peu comme quand, je pensais ce matin, quand on court au bord de l'océan. Quand vous avez du sable bien dur, là, comme ça, au bord des vagues, comme ça, vous courez avec le pied léger, ça sautille, alors les mots viennent, les phrases viennent, les représentations, tout va bien. Et puis tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, le sable est plus mou, plus humide, et alors là, vous commencez à vous engluer, et le pas devient plus lourd. Et il faut l'accepter. Il faut juste travailler pour s'en sortir, quoi, voilà. Donc, c'est des choses qui arrivent sur un trajet d'écrivain. Je voulais aussi vous poser une question sur votre méthodologie, comment dire, historico, je ne sais pas comment dire, historiographique, c'est peut-être pompeux, mais on sent que vos récits sont vraiment nourris d'une importante documentation. Qu'évidemment, comme ces trajets de personnages sont vraiment inscrits dans une époque, dans une ambiance, dans une société, etc., il y a des recherches derrière que vous faites, qu'on imagine très importantes, donc j'aimerais vous entendre là-dessus. Et notamment aussi, c'est une question qui va avec, il y a une particularité dans Jour de marché, c'est que au fil des pages, de temps en temps, entre des parties du récit, vous insérez des pages que j'appelle documentaires. Il y a tout d'un coup un article de journal, un témoignage, une archive qui accentue cette immersion dans l'époque et ce réalisme. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette démarche un peu... Alors ça, justement, ça a fait partie de la structure. C'était pas là initialement, mais en me documentant, en m'intéressant, je m'intéresse beaucoup au sport, la musique, donc, et puis les souvenirs quand même, parce que comme vous l'avez dit, ça concerne ce livre concerne la première moitié du XXe siècle, donc ça arrête avant ma naissance. Et c'est surtout le souvenir des récits que j'ai eus en famille, et aussi parce que j'ai été médecin 20 ans dans ce quartier, et que aussi, dans le magasin, les gens venaient raconter leur vie, etc. Et donc, toute cette mémoire collective faisait tellement d'histoires par rapport aux histoires, si vous voulez, elles me sont venues... comment dire, comme ça, des ballons sondes qui montaient comme ça de mémoire, et des histoires, des personnages, j'en avais presque trop.
Donc voilà, c'était presque le problème. Et effectivement, il fallait la sortir avec une illustration de l'époque. Alors ça peut être un match de catch, ça peut être à l'époque il y avait le Tour de France déjà, il y avait les artistes de variété, il y avait tout ça. Et donc venir comme ça donner une respiration, je dirais, avec un morceau d'article, avec des paroles de chansons, voilà, que j'ai trouvé dans des... Alors effectivement, j'ai fait beaucoup de documentation. Il y a ça, et il y a aussi une autre respiration qui est donnée par des pages, ça fait très savant de dire linguistique, mais en fait où je donne le vrai parler des Capucins. C'est-à-dire que parce qu'en fait, ce qui était important, c'était aussi de faire une translation. On ne pouvait pas parler comme les marchands des Capucins tout un livre. C'était pas possible. Pour ceux qui ont connu les Capucins et qui ont entendu leur marchande, vous vous souviendrez un petit peu, c'était quand même, c'était salé, c'était peut-être pas comme, on pouvait pas le transcrire de cette façon-là, et de toute façon, on n'aurait pas eu cette réalité-là. Il y avait ce décalage à faire. Donc, il y a des moments où je suis revenu sur des histoires de marchands, celles qui pèsent le kilo selon la tête du client, voilà, des choses comme ça. Enfin, voilà, bon, des différents passages. Et tout ça, ça donne des respirations au texte, quoi, voilà, pour couper un peu cette simple alternance entre la saga des différentes familles, et notamment de la famille des Suarez et la famille des Lorca qu'on trouvera ensuite, les épiciers du quartier qu'on trouvera ensuite dans les autres livres, et puis ce récit à la première personne initiatique du fameux Emilio, qui est quand même un personnage... lui aussi haut en couleur par ses transgressions, ses interrogations, ses incertitudes et toute la question du mal aussi. Voilà. Alors, on aurait encore beaucoup de choses à en dire. On va avancer. Donc, vous avez parlé de souvenirs personnels. Les Lorca, c'est votre famille, même si vous ne le dites pas. Enfin, c'est discret, mais enfin, on le comprend. On poursuivra leur destinée après dans les livres suivants. On va faire un grand saut dans le temps. Je me permets de vous arrêter pour vous dire que c'est pas tout à fait ma famille. Oui. C'est-à-dire que bon, c'est normal qu'on le pense, qu'on le croit, mais bien sûr qu'il y a une ossature autobiographique, que j'ai grandi, que ma famille avait un commerce au Capucin, etc. Mais dans les histoires, et c'est pas pour les dédouaner ou pour les protéger que je raconte ça, mais justement, il me fallait plus de liberté, et je me suis permis, j'ai inventé, j'ai créé des histoires et des personnages. Voilà. C'est vrai que de notre position de lecteur, on ne sait pas ce qui est vrai. Les personnages sont assez inventés, quoi. Hein, voilà. Et de la même façon, puisqu'on traverse la période de l'occupation, et que c'était délicat, et que ça n'a pas manqué, que certaines personnes m'ont demandé, alors là, c'est la famille Untel, justement ceux qui étaient collaborateurs ou qui faisaient du marché noir. Et j'avais pris la précaution de m'inspirer beaucoup des bureaux d'achat de Lyon et de Paris, et notamment de l'histoire de la rue Lauriston, voilà, des Bonnier-Monnier, des histoires comme ça, et de... mettre à distance pour mieux pouvoir raconter. Bien sûr. Pardon, non, mais vous faites bien de préciser. Tout ça est nourri, en tout cas, de souvenirs et de récits personnels, familiaux. Voilà, évidemment. Donc, voilà, je disais, on va faire un grand saut dans le temps pour parler d'un petit ouvrage sur lequel on va passer un petit peu moins de temps, mais qui est quand même... Enfin, pour moi, il y a quand même une cohérence, même s'il peut étonner, mais... il s'inscrit aussi dans une continuité par rapport à ce que vous pouvez faire dans vos autres livres. Donc, ça s'appelle « Ce soir encore, Lescure va chanter ». Et c'est l'histoire, alors pas du club, plutôt de votre passion pour le club des Girondins de Bordeaux. Vous êtes un homme de passion, vous en avez cité 3, il y a aussi le football quand même, et l'histoire qu'on peut avoir ici avec le club des Girondins, c'est présent aussi pour beaucoup de gens, enfin voilà, ça fait partie du paysage, dans Jour de marché aussi, les personnages vont au stade, etc. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de cette histoire que vous entretenez, vous et votre famille, avec les Girondins de Bordeaux, et comment vous en êtes arrivé à écrire ce petit livre ? Alors c'est tout simplement, c'était pas prévu, parce que j'étais toujours dans ma réflexion sur
la suite de mes romans et sur ce travail de mémoire, hein, je dirais, de mémoire individuelle et qui rejoint la mémoire collective, enfin, etc. Et puis, il se trouve qu'un éditeur alsacien, Philippe Scheyer, a créé cette collection et cherché pour chaque club un écrivain qui soit passionné par ce club. Il y en a un qui a écrit sur l'OM, il y en a un autre qui a écrit sur les Verts de Saint-Étienne, voilà. Et puis, il y a un de mes amis, écrivain, qui a dit à cet éditeur: tu devrais t'adresser à François Garcia, les Girondins de Bordeaux, ça l'intéresse. Voilà, donc c'est plus un livre de commande, mais finalement, par ce retour à la mémoire et la manière que j'ai de faire vivre un peu les personnages qui, eux, ont existé quand même. Pas tous, j'invente quelques spectateurs et qui ont des réflexions à faire. Et en fait, voilà, il s'inclut finalement assez facilement, je dirais, dans mon travail mémoriel. Voilà. Et donc, j'ai repris l'histoire parce que mon père, à l'époque, justement, se cachait presque pour jouer en réserve professionnelle des Girondins, parce que sa famille était dure et avait des exigences de travail, il ne voulait pas qu'il soit blessé, etc. Et j'ai découvert que mon père avait même joué en équipe première aux Girondins, à l'époque où, juste avant la guerre, et pendant les 2 premières années de la guerre, le club a été lancé en professionnel. Et donc j'ai exhumé quelques photos de mon père, jeune et beau sportif, voilà, et puis qui avait vécu tout ça. Et il faut dire qu'il y a une anecdote, c'est-à-dire que il y avait même des résistants à Bordeaux, quand même, il y en existait. Et le secrétaire général du club, celui qui a fondé le club professionnel, Raymond Brard, était un chef de réseau de résistance. Et il avait mis, comme il s'occupait de la base sous-marine, il avait mis dans le corps des pompiers des jeunes Girondins, des jeunes joueurs, dont mon père, qui ensuite est parti déporté du travail, il n'a plus rejoué au foot. Après, moi, j'ai été médecin du stade à la grande époque, celle du fameux président Besse, et surtout des Jacquet, Giresse, Tigana, etc. Et donc, comme j'aimais ça, c'était formidable, puisque je dis cette anecdote, Besse voulait... alors que j'étais médecin pour les spectateurs, donc il fallait qu'il y ait un spectateur qui ait des envies suicidaires et qui se jette sur la pelouse. Il voulait même qu'il y ait un médecin sur la pelouse pour les spectateurs. Donc je me suis porté, j'ai pas discuté, je me suis porté volontaire. Moyennant quoi, j'étais sur le banc avec, voilà, au milieu des grands internationaux, et j'ai passé des soirées de Coupe d'Europe formidables. Enfin voilà, il y a plein d'histoires. Et puis l'histoire du club, qui, comme vous le savez, évolue difficilement actuellement, quoi, voilà. Et voilà, là on est un peu inquiet. On peut espérer qu'ils vont rester cette année en 2e division et puis se restructurer un peu, mais il faudrait un racheteur. Les sous sont pas là, voilà. Au-delà de l'histoire du club, c'est une histoire d'un amour qu'on a pour un club, ou en tout cas pour un sport, pour une équipe. Et c'est une épopée collective en fait, que vous racontez à travers une histoire personnelle, là encore, de fans de foot qui va au stade le dimanche. Mais tout ça est pris dans une histoire locale. Comment, là encore, vous avez reconstitué, recomposé les souvenirs, les faits de toute l'histoire, les différentes étapes à travers les décennies, le travail mémoriel, historique? Alors, bon, je me suis quand même penché sur les quelques livres, documents que j'ai pu trouver. Il n'y en a pas tellement, justement. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai oublié de dire, c'est, comment dire, la place que prend ce club culturellement pour des milieux défavorisés. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même que ça occupe, et je dirais à Bordeaux jusqu'à présent, parce que là, il y a des éléments violents qui ont l'air de se manifester, mais les supporters, quand même ici, ont une action sociale qu'il ne faut pas négliger, même s'ils sont difficiles, les fans, hein, des fois, ils sont un petit peu... Donc il y a ça, et disons que parler de ce club, c'est garder un lien... ce club doit garder un lien entre lui et la ville et les habitants de la ville. Or, la ville est en train de beaucoup changer et ça peut plus être
la même relation qu'il y avait quand c'était Bordeaux, les années 60, ma jeunesse, où on allait au stade, on payait pas, on s'asseyait où on voulait, etc. Et où on avait beaucoup plus de proximité avec les joueurs. Donc il y a quand même un lien à garder et c'est important. Culturellement même, je dis, et pour le club et pour la ville. De garder, on a un club qui est prestigieux, il faut qu'il survive et qu'il faut qu'il revive. Vous serez d'accord ? Non, mais je sais qu'Audrey est fan de foot. Bon, voilà. Oui, pas particulièrement des Girondins, mais parce que je suis moins ancrée localement que vous. Mais bon, non, mais ce que je trouve par contre fabuleux justement dans ce livre, c'est que au-delà de l'inscription justement temporelle et géographique locale pour un club spécifique, vous parlez très bien de ce que c'est qu'être supporter d'une façon universelle et d'aimer, de suivre un club, de ce que vous dites très bien, d'attendre le plaisir immédiat ou pour la prochaine fois, toutes ces émotions que ça procure. Est-ce que vous pouvez nous en parler juste pour terminer avant de passer la parole à François, de ce que ça a voulu dire pour vous d'être supporter, d'être girondin? Est-ce que c'est quelque chose qui vous habite encore? Est-ce que c'est des souvenirs toujours bien marquants? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'abord, c'est pas une passion aussi forte que les autres passions que j'ai eues. Hein, mais ceci étant, ça appartient et ça me, je dirais, à mon âge, ça me construit, quoi. Tout depuis que je suis allé au stade, j'avais 3 ans, j'avais un grand-père qui allait tous les dimanches, j'ai toujours suivi les Girondins, j'ai toujours écouté leurs résultats, même quand j'étais pas à Bordeaux, j'ai toujours suivi l'évolution, ce qui se passe, qui c'est qu'on met dans l'équipe, je connaissais, enfin, tout ça, cette passion, c'est mon club, quoi, c'est évident. Et même si en France, je dirais qu'on a, comment dire, les supporters sont des gens modérés et la vie de supporter, quand on va en Espagne ou quand on va en Italie ou en Angleterre, là on s'aperçoit de ce que c'est. Pour certains, dans certains, c'est une religion. Et même, je suis dans des milieux très différenciés. J'étais arrivé un jour à Séville et un médecin, chef de service, etc., avant de me poser quelques questions en me disant « je vais te faire visiter telle et telle chose », il me dit « tu es pour le Betis Séville ou pour le FC Séville ?» Moi, non, quoi. J'avais pas d'opinion. Voilà. Et donc, pour dire que quand même, ça appartient à la vie, ça accompagne la vie et dans les familles, etc., quoi. Enfin, donc... Décrivez comme votre grand-père tout timide devient tout d'un coup exalté, se transforme. C'était lui, on peut dire qu'il faisait partie de la catégorie des chauvins. Et il faut voir aussi ce qu'apportait le sport, parce que il est effectivement, et à juste titre, des fois critiqué pour ces histoires mercantiles, tous les trafics qui peuvent tourner autour. Mais il faut voir aussi cette utilité et cet enrichissement qu'il peut apporter à certains. Et notamment, je ne vais pas vous reprendre toute l'histoire des Girondins, mais après la guerre de 14-18, par exemple, tous ces anciens poilus, ils allaient au stade, parce que c'était le parc des sports à l'époque, et puis ensuite, ils se sont toujours intéressés, alors pas qu'au foot, à l'époque c'était plutôt le rugby, le cyclisme, l'athlétisme, mais le foot peu à peu a grandi, et tout ça, ça a quand même accompagné la vie de ces gens, et ça les a quand même, comment dire, beaucoup divertis, enrichis et réjouis, je dirais. Donc c'est sûr qu'on se sent mieux quand les Girondins gagnent 4-0, ce qui n'arrive pas fréquemment ces temps-ci. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup pour cette première partie que je vais clore avant de laisser François nous rejoindre. Donc on enchaîne et donc effectivement on va également parler de 2 livres, Federico et leur emplacement, parmi les 6 ou 7 livres que vous avez publiés. Mais avant, peut-être j'aimerais insister sur l'aspect régional, puisque au départ cette soirée a été pensée avec l'idée d'accueillir 2 auteurs bordelais, à la fois installés dans la région, mais qui évoquent la région et plus largement l'Espagne. Et c'est vrai qu'en littérature, et peut-être un peu comme dans le cinéma, il y a quand même un poids très important de la capitale. Et je voulais donc vous poser la question, comment finalement on vit le fait d'être écrivain quand on est en région et à Bordeaux? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est que vous avez un éditeur qui lui aussi, l'éditeur Verdier, en tout cas pour nombre de vos livres, qui est installé en région. Est-ce que c'est un choix justement assumé de travailler non pas avec un éditeur installé à Paris, mais un éditeur en région? Qu'est-ce que ça change? Voilà.
Alors, je pense que ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire entre un livre qui est diffusé régionalement, et simplement régionalement, et un livre qui est diffusé au niveau national, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de rencontrer des lecteurs, comme disait l'autre, aux quatre coins de l'Hexagone. Oui, bien sûr. C'est vraiment, c'est pas du tout la même chose. Vous avez accès à des médias, vous avez accès alors, à quand même... plus de rencontres, plus de possibilités de rencontres avec des lecteurs, quoi. Donc ça c'est indéniable, quoi, hein. Et moi je me souviens que j'étais encouragé d'abord quand j'ai écrit mon premier livre. J'ai montré à 2 auteurs importants, d'ailleurs, que je vais citer parce que Jacques Abeille était un écrivain bordelais qui n'est pas assez connu et qui a été, je dirais, pas assez diffusé dans le journal Sud-Ouest, on n'a pas assez parlé de lui, et on a parlé de lui dans la presse nationale. Il a vraiment tous ses connaisseurs. C'est un écrivain qui est malheureusement décédé il y a 2 ans, c'était un ami, et il avait une écriture de haut vol, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce qu'il avait son style. Mais enfin, donc Jacques Abeille, qui a écrit Les Jardins statuaires, un magnifique livre, et d'autres livres, mais celui-ci a marqué. Et puis Emmanuel Ocar, qui était un poète de renom et qui était publié chez POL. Et les deux, il se trouve que c'était des connaissances ou des amis. Et je leur ai soumis mon texte et c'est eux qui m'ont dit non, il faut le publier. Mais de suite, ils m'ont dit de m'adresser à des éditeurs nationaux. Donc voilà. Parisiens, vous voulez dire? Parisiens, si vous voulez. Enfin, nationaux. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous dites Verdier, bien sûr, a son implantation à la Grasse, à côté de Carcassonne, mais a ses bureaux à Paris. Paris, oui, Hein, tout à fait. et donc, c'est comme Actes Sud, hein, ce sont des éditeurs nationaux. Donc là, on a forcément une diffusion qui est beaucoup plus importante. Alors ça, c'est un aspect de la chose. Et vous avez choisi Verdier, pardon de vous couper, tout de suite ou... Non, j'ai d'abord cherché donc POL, Paul Okchowski, j'avais été recommandé par Emmanuel Ocar, a hésité, puis il m'a dit non, mais voyez un tel. Alors de fil en aiguille, comme ça, je suis arrivé assez rapidement chez Liana Lévy, et Liana Lévy m'a pris de suite. Donc, et là, j'ai trouvé que c'était facile, parce que tout marchait. C'est-à-dire que mon premier livre est celui qui a eu le plus de succès. Donc je ne trouvais pas que c'était si difficile que ça, d'écrire un livre et d'être publié, d'avoir un relatif succès. Donc c'est après que je me suis rendu compte que c'était plus compliqué. Plus difficile. Voilà. Et donc là, mon second livre, parlant de tauromachie, Liana Lévy n'a pas été désireuse de le publier. Or, il y avait une collection chez Verdier, qui s'appelait la collection Faena, qui traitait de tauromachie et de flamenco. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Verdier, où ensuite j'aurais proposé Federico, et le remplacement, et puis Bye Bye Bird. Donc j'ai fait un parcours quand même d'une 15aine d'années avec les éditions Verdier. Et pour vous dire ensuite, pour finir quand même, comment vous vivez d'être bordelais. Et écrivain, oui, par rapport à une profession, voilà, un secteur qui est très parisien. C'est très difficile, parce que effectivement, le fait d'être en province, je pense... Alors, il faut voir aussi ce qu'on écrit, il faut quand même, comme on dit, balayer devant sa porte, et savoir si ce qu'on écrit a toujours la même qualité, le même niveau, et est digne de publication. Il y a aussi maintenant un autre aspect, c'est-à-dire qu'il faut correspondre de plus en plus à des exigences, je dirais, de vente des livres, c'est-à-dire dans les sujets traités, dans la manière de les aborder. Et je pense qu'en vieillissant, on n'arrange pas sa candidature non plus auprès des éditeurs. Voilà. Donc, ceci étant... Oui, pardon de vous couper à nouveau. Vous êtes quand même publié par un éditeur important, de manière régulière, etc. Donc c'est quand même qui trouve un intérêt. Mais François, j'ai rien à cacher, j'étais publié. C'est-à-dire qu'après Bye Bye Bird, le livre suivant, notre relation, peut-être pas définitivement, mais pour l'instant a été mise en suspens. Oui. Ce qui fait que ces derniers temps, là, puisque ça fait 5 ans que je n'ai pas publié, sauf il y a 2 ans, L'Escure, donc là, moi, je suis en attente,
si vous voulez. Donc j'ai eu des possibilités. J'ai un ami ici présent qui m'a beaucoup aidé dans des moments difficiles. Et donc j'ai retravaillé un livre là, qui en avait peut-être besoin. Et donc qui est en attente. Et puis je suis en train d'en écrire un autre. Et ma foi qui vient bien. Donc il y a deux aspects. Il y a l'écriture qui m'est nécessaire. Si elle n'est pas nécessaire, si vous n'avez pas besoin d'écrire, dit Rilke, alors n'écrivez pas. C'est vraiment un besoin. Voilà. Donc à ce moment-là, si c'est un besoin, eh bien, il faut se mettre en condition d'écrire, et tant qu'à faire, d'écrire quelque chose de partageable. Mais ensuite, il y a tout ce qui est la structure actuelle du monde de la publication et de l'édition, quoi. Donc, par rapport à ça, je crois qu'il faut essayer de garder espoir. Alors, on va revenir donc sur deux ouvrages, comme le disait Audrey tout à l'heure. Il y a une forme de prolongement par rapport à Jour de marché. Alors donc, je vais citer Federico. On va enchaîner par cet ouvrage-là. Donc, on retrouve donc ce quartier des Capucins. On est en 1956, 57, 58. 57-58. Oui. Et donc. Peut-être un mot d'abord sur la construction, puisque juste pour introduire, et je vous laisse enchaîner, donc il y a plusieurs personnages. Il y a un personnage de Karim, un personnage de Maxime, un personnage de Federico. Mais donc le personnage de Karim est un Algérien qui vient en France, métropolitaine, et le personnage de Maxime est un jeune Bordelais qui finit ses études et qui est envoyé comme appelé en Algérie pour faire la guerre. Voilà, et donc c'est cette espèce de chassé-croisé entre deux personnes qui se connaissent en fait. Voilà, donc il y a une forme d'entrelacement de ces dessins en termes de construction narrative, je parle, puisque vous enchaînez Maxime, Karim, etc. Et ce personnage de Federico qui est en quelque sorte un peu de côté par rapport à ces deux. Donc comment vous avez pensé cette construction-là, de destin, mais aussi de chapitres, concrètement? Alors, je ne veux pas repartir trop loin, mais je dirais que les deux premiers livres que j'ai écrits, il y avait longtemps que j'avais envie d'écrire, que je me suis mis en condition. J'avais plus de 50 ans quand j'ai publié Jour de marché. Ensuite, j'étais porteur du livre sur la tauromachie, on en dira peut-être un mot tout à l'heure. Oui. Donc là aussi, j'étais porteur de ce livre et j'avais aucune... Enfin, comment dire, je regorgeais de ces livres, si vous voulez, j'en débordais, quoi. Il fallait que je les raconte, il fallait qu'ils sortent de moi un peu. Bon. Et ensuite, quand même, je me suis dit, on ne va pas s'arrêter en chemin. J'ai eu envie de construire quelque chose, un projet que j'ai l'impression de poursuivre encore, c'est-à-dire de faire un travail de mémoire qui, recoupe différents espaces-temps de ma vie, si vous voulez. Mais à travers ma vie et mon histoire individuelle, ou celle du narrateur, puisque, comme je l'ai dit, le narrateur n'est pas moi, disons qu'il y a une translation, même s'il y a beaucoup d'éléments autobiographiques. Et à ce moment-là, comment faire communiquer les différentes époques, les différents livres. Alors, j'ai eu envie de parler avec la voix d'un enfant. Et j'étais enfant dans les années 50-60. Et donc là, que se passait-il? Parce que qu'allais-je raconter? Donc, c'est sûr qu'il y a un accès à la modernité. Je peux reparler du marché, des différents problèmes qu'ils ont avec la modernisation du commerce, etc. Le départ des grossistes à la halle de Brienne, etc. Bon. Mais ça ne faisait pas un roman, il n'y avait pas assez. Et puis, il est évident que si je fouillais dans ma mémoire, ce qui était important et sous-jacent, c'était la guerre d'Algérie. Et là, à partir de là, c'était bien d'avoir comme ça le centre dans le magasin de la famille Lorca, dans ce marché, encore une fois, où passent les personnages et où la société française est confrontée à ces différents problèmes, et avoir deux personnages, je dirais, en miroir. Vous dites entrelacés parce qu'effectivement, il y a une alternance, mais leurs destins sont en miroir. C'est-à-dire qu'ils commencent doucement leur destinée, c'est-à-dire qu'ils sont étudiants, tous les deux, finalement. Il y en a un qui est plutôt
la bonne bourgeoisie algéroise, mais son père décède, et il a affaire à un frère qui est violent, jaloux, qui le chasse, et donc il doit venir en France. Et bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais enfin, il a un destin quand même très, très particulier. Et qui va qui avance jusqu'à la tragédie. Et de l'autre côté, on a Maxime, qui est issu des milieux populaires bordelais, qui réussit dans les études et qui s'est engagé syndicalement, qui s'est tellement engagé que son sursis est résilié. Et ça fait partie de ces soldats qui, même si à l'époque ils étaient contre la colonisation, on était 10 ans après la Deuxième Guerre mondiale, ils faisaient leur devoir patriotique. Et enfin, il y a eu quelques objecteurs, mais il y a eu beaucoup de gens de deuxième classe qui sont partis tout en n'étant pas d'accord. Voilà. Et donc, lui aussi connaîtra un destin. Et tout ça est rythmé par les histoires plus locales. Voilà. Alors, je vais m'essayer à l'exercice qu'a exécuté tout à l'heure Audrey, c'est-à-dire que je vais lire un passage. Alors, la dernière fois que j'avais essayé, c'était avec Philippe Val, et en fait, il m'avait pris le livre en considérant que je ne lisais pas très bien. Mais là, j'ai pris la précaution de demander à François Garcia, il préférait que ce soit moi qui lise. Donc j'essaye, et c'est vrai que ce n'est pas forcément facile, puisque justement, il y a ce fameux style qui entremêle des phrases directes et indirectes. Donc, nous sommes au début du livre, et c'est l'arrivée de Karim, donc, qui est algérois, et qui débarque à Bordeaux. Mustapha était revenu un samedi, toujours pas de travail. Il avait vu le désarroi de Karim. « Viens vivre avec nous, tu peux pas continuer longtemps chez l'Espagnol. » Ses compagnons l'avaient accueilli, ils avaient trouvé refuge au fond d'une cour, dans une baraque en bois étorchie, obligés de s'y entasser. Un poêle pour les 2 pièces qui notait ni l'humidité, ni le froid, un réchaud à gaz pour la cuisine, une marmite de semoule, de rares morceaux de viande. Ils achetaient les légumes secs, 1 kilo de riz chez Lorca, l'épicier. Excusez-moi. Qui est-ce qui vous loge ? S'était inquiété le commis. C'est pas l'Espagnol au moins. C'était lui, Pépé, comme ça qu'ils l'appellent les autres. Karim se frottait les mains. Un frisson lui parcourait le dos. Il aimait échanger quelques mots avec Alfred. Au début, il l'avait intimidé, il parlait trop fort, posait trop de questions. Et puis le bonhomme s'était montré avenant, de la semoule, toujours de la semoule. « Tu vas grossir, mon ami. Tu pourrais changer de temps en temps. Achète-moi de la morue. » T'en veux pas de la morue ? Les Portugais, ils adorent ça. Même s'il était un peu maladroit, Karim pouvait rire avec lui. La cheminée bricolée par Mustapha, qui partageait sa chambre, fumait autant à l'intérieur que par le toit. On est obligé d'ouvrir la porte la nuit. En hiver, on étouffe. Mustapha, pourtant, était rapide, débrouillard. Lui aussi venait d'Alger. « Je travaille sur la route à double voie, à l'extérieur de la ville. C'est dur, mais je peux manger. » Toi, il avait dit à Karim, « Il te faut un vrai boulot, je t'emmènerai chez Ahmed. » Pendant le mois de décembre, il avait gelé et les hommes avaient calfeutré comme ils avaient pu portes et fenêtres. Une Espagnole qui vivait dans la cour avec sa famille leur préparait des soupes. « Allez, ça vous fera un peu de chaleur. » Il remerciait. « Bah, on s'en sortira tous, vous verrez. » Elle montrait son logement de briques, mal isolé. Elle les encourageait sans façon, tête nue, ses gros seins moulés dans un pull-over de laine tricoté. Elle riait d'une bouche édentée, était sans après. Aucun d'entre eux ne faisait l'effort de la trouver désirable. Avec mon mari invalide et les 3 enfants pas encore élevés, c'est pourtant pas facile tous les jours. Les hommes hochaient la tête avec réserve. « Appelez-moi Mariana. » Elle ordonna un soir et demanda leur prénom. Karim et Mustapha s'entretinrent un instant avec elle. Les autres compagnons en retrait restèrent silencieux. Alors, un mot, puisque tout à l'heure, avec Audrey, vous évoquiez la matière historiographique, sauf que là, pour un des 2 personnages, c'est pas Bordeaux, c'est pas l'Espagne, c'est l'Algérie, et donc vous attachez à dessiner la vie d'une communauté qui n'est pas la vôtre, puis c'est une communauté algérienne à Bordeaux. Voilà, comment on s'y prend pour dessiner comme ça une autre communauté, même s'il y a des liens, on cite des personnages d'origine espagnole, etc. Oui, alors c'est important. Bien sûr, parce que c'est la question qui s'est posée, parce que la simple documentation ne suffisait pas.
Et je touchais du doigt un sujet où je n'étais pas du tout spécialiste. Je ne suis pas historien, je n'avais pas étudié la question plus que beaucoup de Français de mon âge, si ce n'est que j'avais quelques témoignages, ne serait-ce que par ma clientèle ou des patients que j'avais ou des gens que j'ai pu connaître à différentes époques ou que mon père connaissait, etc. Donc ça posait la question du mal. Et Dieu sait qu'elle est posée maintenant. Voilà. Enfin, c'est la question que posait Camus. Je lisais Camus quand même. Bon. Et donc, comment parler de ça le plus objectivement possible, avec le plus de justice possible. Et c'est là qu'est venue l'idée, si vous voulez, des deux protagonistes, à savoir un Algérien, 2 hommes de bonne volonté au départ, et un étudiant français. C'était des hommes de paix au départ, et comment vient là-dessus s'articuler la haine et la violence, hein. Comment, par exemple, les deuxièmes classes qui partaient avec des idées anticolonialistes, mais qui étaient emportées, mais qui, dès les premiers attentats ou les premières agressions, je dirais, quand ils avaient un ami qui était torturé, mutilé, etc., devenaient violents et haineux à leur tour, quoi. Et ça, c'était quand même beaucoup ont été entraînés dans des cycles de violence qu'ils n'avaient pas voulu au départ. Donc tout ça, c'est des questions de la même façon que des Algériens qui venaient en France étaient dissuadés, par exemple, d'adhérer à des mouvements plus modérés comme celui de Messaliach. Et on voit que dans mon livre, ce qui se passe entre eux. Ce qui leur arrive. Et donc, ils étaient vite recrutés par le FLN avec des méthodes qui n'étaient pas non plus d'une grande tendresse. Si je peux, alors je vais demander quand même. J'ai noté, si vous voulez, justement, ce matin, j'ai recopié juste une phrase de Camus. Ah ben voilà. Voilà. Je vois qu'on n'arrive pas à ouvrir les feuilles. Voilà, c'est issu des chroniques algériennes. Alors, ça date des années 57-58, puisque le 30 mai 57, il y a eu un massacre, je le dis parce qu'il le cite, Melouza. C'est un village où les gens étaient messalistes, c'est-à-dire plus modérés. Et en une nuit, les 300 habitants, femmes, enfants, ont été tués et égorgés par le FLN. Donc, il y avait cette violence, et qui peut en rappeler d'autres. Et c'est pour ça que j'ai voulu noter ce passage. Je cite Camus. « Quelle que soit la cause que l'on défend, elle restera toujours déshonorée par le massacre aveugle d'une foule innocente, où le tueur sait d'avance qu'il atteindra la femme et l'enfant. C'est pourquoi il m'a paru à la fois indécent et nuisible de crier contre les tortures, en même temps que ceux qui ont très bien digéré Melouza ou la mutilation des enfants européens. Comme il m'a paru nuisible et indécent d'aller condamner le terrorisme aux côtés de ceux qui trouvent la torture légère à porter. Chacun, pour se justifier, s'appuie alors sur le crime de l'autre. » Voilà. Je voulais, par les temps qui courent, lire ce passage m'a frappé. Et comme je savais qu'on allait parler de la violence... Alors François, je voudrais juste dire une chose... puisque ça me vient à l'esprit, c'est que par rapport à mon attachement à la région, à Bordeaux, Bordeaux est la matrice un peu dans tous mes livres. Elle est plus ou moins éloignée, comme les personnages ou comme les événements historiques sont plus ou moins au premier plan ou pas, selon les livres qui communiquent entre eux. Et c'est vrai que pour le premier, dans ce que j'ai parlé de la mécréolisation de la langue et tout ça, je parlais d'une voix du Sud. C'est sûr que c'est une voie méridionale. Mais ensuite, quand j'ai parlé des migrants, j'ai retrouvé là, par exemple, des lecteurs qui me disaient « Mais moi, ma famille était italienne et j'ai connu la même chose avec les migrants italiens dans le sud-est, etc. » Moi, mes parents étaient polonais, ils sont partis mineurs dans le nord. Et donc, c'est cette mémoire individuelle, une fois de plus,
qu'il y a une aspiration collective. Je dis ça pour pas circonscrire juste... Non, bien sûr, bien sûr. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, pour faire écho à votre citation d'Albert Camus, le personnage de Maxime, donc le jeune étudiant bordelais, s'insurge finalement contre l'inaction ou l'action de Guy Mollet et de Robert Lacoste. Donc, alors, on a peut-être un peu oublié, en tout cas peut-être quelqu'un comme Robert Lacoste, même si justement c'est un homme politique issu de la région. Est-ce que pour vous c'était important de rappeler cette dimension-là? J'imagine que oui. Alors, il y a eu d'abord la dernière station avant l'autoroute, je dirais, le déchaînement de la violence inarrêtable. Ça a été peut-être, l'accord non trouvé avec Mendes France. Et ensuite, il y a eu, Guy Mollet qui était, dans des atermoiements. C'est l'époque où, quand même, François Mauriac, dans son blog-notes, ne manquait pas de placer quelques banderilles en disant vraiment, voilà. Et le 6 février 56, donc, il reçoit des tomates, il est hué, conspué, et, je pense qu'il prend conscience, prend conscience à sa façon, et il opte pour une politique beaucoup plus répressive. Et il y a un autre socialiste qui est de la Dordogne, qui s'appelait Lacoste, son prénom m'échappe, Robert Lacoste, et qui est nommé ministre résident. Et en cela, j'ai rencontré très récemment un de ses amis qui m'a dit, mais vous savez, c'était un homme sincère, qui était très engagé, qui a été pris par le mouvement de l'histoire. Ceci étant, il se trouve que quand même, ils ont la responsabilité d'avoir accompagné une politique répressive, et notamment de l'armée, puisque si j'ai pris 57-58, c'est là qu'il y a un déchaînement de la violence, mais c'est là aussi qu'il y a la bataille d'Alger, avec la répression et l'éclosion, disons la multiplication de la torture, avec la 10e division parachutiste de Massu. Voilà. Donc là, il y avait quand même une illustration qui était au niveau, je dirais, aspect historique dans le roman, qui était forte, quoi. Voilà. Avec un contraste. Alors, on sait que cette guerre d'Algérie, au cinéma, mais aussi dans les débats, etc., c'est toujours un sujet sensible. Est-ce que, encore aujourd'hui, est-ce que ce livre-là a eu une réception différente des autres, ou par rapport à cette période, à ce que vous évoquez, ou finalement, pas tant que ça? Alors, il se trouve qu'il y a eu un petit accident. Il a été retardé de publication de quelques mois, et parce qu'il y avait l'anniversaire, il est sorti là en 2012, et donc le cinquantenaire de la guerre d'Algérie. Moi, je ne l'avais pas écrit pour ça, mais il se trouve que quand je l'écrivais, et donc là, il y a eu un retard à l'allumage, et beaucoup de livres étaient passés. Donc mon livre, initialement, n'a pas eu le succès de Jour de marché, mais il a rencontré des lecteurs, et des choses très touchantes, bien sûr, et très émouvantes, de la part de tous les bords, parce que j'essaie quand même de rendre justice à chacun. C'est-à-dire que les pieds noirs, il y en a qui sont modérés, qui essaient de comprendre, mais qui disent « il faut comprendre, nous, on est nés ici, nos parents sont enterrés ici, oui, on a apporté quelque chose à ce pays », mais ils le disent de façon modérée. D'autres, comme le soldat Pirelli, par exemple, lui, sa famille a été égorgée, les femmes de sa famille ont été violées, torturées. Il ne veut rien savoir. C'est fini, il est dans la violence. Voilà. Tout ça, ce sont des différents aspects de la guerre. Et donc, j'ai voulu les décrire dans ce roman. Je vous réponds ou pas? Ah non, mais très bien, c'est exactement la réponse attendue. Alors, on va terminer, on parlera un petit peu de Bye Bye Bird tout à l'heure, et puis aussi de votre autre roman consacré à la tauromachie, mais peut-être un peu plus longuement le roman, donc Le Remplacement. Alors moi qui m'a beaucoup plu comme Federico, mais avec un intérêt particulier, puisque je suis originaire d'une région très éloignée. Donc vous parlez d'un personnage qui est en exil, puisqu'il n'est plus dans les terres du Sud, il est à 1h30 au nord de Bordeaux, et donc il est dans le Marais Poitevin.
Et c'est un jeune médecin. Nous sommes en 1974, qui est une année bénie, puisque c'est Giscard, c'est les DS, c'est la télé qui arrive. Enfin voilà, c'est une forme de modernisme qui arrive. On est un peu à la croisée de plusieurs époques. Ce qui est évidemment très savoureux dans votre livre, c'est les débuts d'un médecin, mais pas n'importe où, puisque c'est un remplacement, c'est le titre du livre. Donc vous remplacez un vieux médecin dans une contrée qui vous semble très inhospitalière. Donc il y a d'un côté donc un premier milieu qui est celui des habitants du Cru, on a l'impression d'être un peu chez Zola quand même, quand on lit ce livre, c'est assez étonnant. On est en 1974, mais on a l'impression d'être au 19e. Il y a le milieu des médecins, ou des étudiants en médecine, que vous décrivez aussi et qui est formidablement bien décrit. Et puis, il y a un autre milieu qui est celui de la jeunesse étudiante, qu'on va dire gauchiste pour aller vite. Et c'est l'entremêlement de ces trois milieux qui fait évidemment tout l'intérêt du livre. Alors, je vais essayer de faire le même exercice que tout à l'heure, si vous me le permettez. Et donc, on est sur le remplacement. Et je vous lis un passage, donc... c'est pour bien comprendre la scène. Le médecin n'arrive pas en voiture puisqu'il a une Simca, une Simca 1000, voilà. Donc la Simca 1000 parcourt les canaux et les routes du Marais Poitevin. Non, il va chez un patient en barque. Alors, je lis. Il arrivait aussi que le téléphone sonna en pleine nuit. « Docteur, une urgence. » Au fond des marais. Et le fourgon passait me prendre. Cette fois-là, il était 3 heures du matin. Nous avons sauté dans l'embarcation. À bord, le sergent Pirolo et 2 pompiers avaient déjà tout préparé. À nouveau, il a fallu traverser des courbes arborées où les hommes devaient se pencher pour éviter les branches les plus basses, en écarter pour permettre le passage. Enfin, la Yole a débouché sur des fossés rectilignes qui parcouraient des prairies dont l'ombreuse et humide présence était plus familière. Au bout d'un bief droit et lisse, nous avons aperçu la loupiote qu'un homme agitait sur un ponton. C'était l'Anguillon qui nous attend. On est arrivé, Toubib, la croisière qui s'achève. À peine débarqués, nous nous sommes mis à tanguer sur les planches inégales. L'homme, l'Anguillon, était sans âge, bouffi et dégageait une odeur forte. C'est pour la patronne cette fois. Il marchait tête baissée, une torche électrique découvrait le chemin herbeux sous nos pas. Attention docteur, il y a un petit guet. Il l'a enjambé. Pirolo et ses hommes suivaient sans parler. Le premier, ahannant sous le poids du sac d'urgence, l'autre, le brancard replié sur le dos. Nous avons débouché sur un étroit terre-plein devant l'entrée de la ferme que délimitaient 2 piliers de pierre grise, pas de portail. Un chien aboyait « Féroce, tais-toi !» C'était sans appel. En suivant le halo de lumière, nous avons contourné le centre de la cour, où luisaient des flaques dans la demi-obscurité. L'Anguillon a frotté ses bottes à un paillasson de gros crin, ouvert une porte au carreau épuisé. « Allez-y, monsieur le docteur !» Il m'évaluait de ses yeux clairs, rapetissés par l'attention. « Vous êtes bien jeune !» Il a souri. « Mais un docteur, c'est un docteur, hein ?» Il s'est avancé dans une grande salle au sol de terre battue. Sur un rectangle de toile cirée, devant la cheminée, était posé un matelas à quelques centimètres de l'âtre. Et la mère, c'est le docteur qui vient de voir. Une femme aux cheveux collés, le corps roulé dans une couverture, jetait un regard inquiet. Je me suis approché, agenouillé. « Alors, madame, que se passe-t-il » Le visage vultueux, le souffle rauque, l'œil noir, terrible, se dirigeait vers le mari. « Qui t'a dit de le faire venir ?» Elle s'est retournée d'un bond. « Allez, j'ai tenté de la peser. Dites-moi plutôt d'où vous souffrez. » La femme ne bougeait plus, m'ignorait. « Je n'ai rien, rien du tout. » Elle a crié. « Fichez-moi la paix. Je veux pas qu'on me soigne. » Voilà. Bon, donc ça, c'est le premier chapitre du livre. Donc c'est l'arrivée dans le Marais Poitevin, c'est qu'un exemple. Donc on découvre une galerie de personnages invraisemblables, une guérisseuse qui guérit la moitié des gens du coin, l'autre moitié c'est pour le médecin, il y en a qui font les deux. Il y a de l'inceste, des tromperies, enfin voilà. Donc
tout ça est assez étonnant et on a l'impression évidemment qu'il y a beaucoup de vécu. Comment vous êtes attaché à décrire ces patients, hein, cette espèce de galerie de patients? J'imagine dans une carrière de médecin, vous en avez vu beaucoup, mais là, peut-être ceux-là, ces premiers-là, vous avez une perception, une vision différente. Est-ce que vous avez un peu forcé le trait ou non, pas du tout? Alors, pas trop. C'est-à-dire qu'il faut voir que... mais vous savez, moi j'ai eu des confrères justement qui sont venus me voir à la suite de ce livre. Il faut dire que j'ai regretté un petit peu... Enfin, le titre, le remplacement, à l'époque on ne parlait pas du grand remplacement. Et comme le titre Le Remplaçant a été pris, c'est mes éditrices qui m'avaient dit, on va l'appeler Le Remplacement. C'est comme ça. En fait, donc, mes collègues qui étaient de ma génération m'ont dit, mais je me retrouve tout à fait dans... alors, certains dans les Landes, certains en Dordogne, certains dans la Vienne. Et donc, si vous voulez, pour ne pas froisser les natifs de la région, je pense que ce n'était pas une exclusivité du Marais Poitevin. Ceci étant, il y avait quand même une population très marquée par l'alcoolisme, même chez des hommes jeunes, mais quand je dis très marqué, c'était catastrophique. Et il y avait quand même des mœurs qui étaient vraiment très, très, très compliquées. Il y avait beaucoup d'inceste, il y avait beaucoup de problèmes d'hygiène, de tout ce qu'on voulait, et avec la réalité de certaines visites très très compliquées à faire, puisque en pleine nuit, on glissait comme ça par les canaux. Et vous repartiez quelquefois avec le malade sur la barque. On remportait le malade, et puisque je raconte une fois, l'ambulance le SAMU venait de débuter, donc l'ambulance du SAMU, une fois ou deux, était venue chercher sur le ponton le patient. Donc il y avait ça, et il y avait quand même aussi une autre catégorie, hein, il y avait les villageois. C'est-à-dire qu'il y avait ces paysans très arriérés, très, très accablés, je dirais, par la misère, et qui contrastaient, parce qu'il y a quand même, toujours pareil, la structure du livre, ce sont des allers-retours, et il y a aussi un entre-deux. C'est-à-dire qu'il fait des allers-retours, le jeune médecin, entre l'hôpital, où il est quand même toujours en équipe, et il a toujours travaillé en équipe, et là, ce sont ses premiers remplacements, où il est confronté à une nouvelle maturité nécessaire, à savoir que lui, il a ce coup-ci la responsabilité de tel patient. Et donc, il y a là une maturation qui se fait, il y a une évolution, et donc il y a ça, et il y a des allers-retours entre la campagne profonde et déjà le village. Et dans le village, il y a les villageois, les commerçants, dont une charmante fruitière qui connaîtra une histoire un petit peu dramatique. Et il y a également les notables. Voilà, on ne va pas raconter. Voilà, et justement, dont font fait partie les médecins. Non, c'est surtout la quincaillerie, en gros. La quincaillerie, d'accord. Et ils rêvent, eux, puisque c'est la période de Giscard, où Giscard va chez les Français, ils rêvent, les deux familles, c'est un peu les Montaigu et les Capulet du coin, et ils sont en rivalité permanente, avec des histoires qui sont plutôt burlesques, et qui permettent justement une alternance entre le burlesque et le tragique dans ce livre. Et donc, ils rêvent tous de voir Giscard venir chez eux jouer de l'accordéon et dîner un soir, quoi, voilà. Alors, vous avez tout à l'heure, avec Audrey, vous avez beaucoup parlé de la langue. Et moi, la petite surprise en lisant le livre, c'est que finalement, il y a quelques échos du patois, mais quasiment pas. C'était trop compliqué ? Oui, ça, je le maniais pas quand même parfaitement. Mais vous auriez pu... Mais disons que les phrases qui me paraissaient justes, c'est que donc j'en avais le bon souvenir. Genre, je suis tombé ou je me suis fait mal. Cet homme avion attrapé accident. Quand même, c'était comme ça, quoi. Je crois pas déformer trop, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça faisait penser un petit peu au langage de Molière, quoi, et qui lui-même, d'ailleurs, s'est inspiré, j'ai lu que de ces régions-là, donc du patois de ces régions-là. Voilà. Donc je le mets parce que ça ponctue différemment, et ça vient aussi enrichir, mais je ne pouvais pas le mettre plus. D'ailleurs, ça aurait été exagéré, ça aurait été forcé, je pense. Oui, puis ça n'aurait pas forcément été compris par tout le monde, oui. si je peux me permettre. Alors,
Il y a aussi quand même le milieu évidemment des médecins qui sont installés, des médecins qui sont à l'hôpital, avec à la fois un travail collectif qui est plutôt valorisé, mais aussi quelquefois certaines hypocrisies, certains personnages qui sont un peu condescendants, un peu distants, etc. Et donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est, vous parliez de la fruitière tout à l'heure, on est en 1974, c'est pas rien, c'est aussi l'année de l'avortement, on en a parlé il y a juste quelques jours, hein, voilà, il y a une espèce d'écho à cette histoire, et vous évoquez le fait que, eh bien, il y avait beaucoup de médecins qui défendaient la possibilité d'avorter, mais au moment de le pratiquer, c'était plus compliqué. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette période-là quand même, justement du point de vue des médecins, c'est-à-dire comment ça se passe? Je pense qu'il y avait quand même beaucoup de médecins qui étaient quand même, disons, dans une... qui n'étaient pas favorables. Hein. Il y avait encore quand même beaucoup de médecins qui étaient... je dirais, très empreints de religion, d'idées comment dire, négatives sur l'avortement. Et de l'autre côté, il y avait déjà des initiatives comme le MLAC, c'est-à-dire des mouvements pour la libération de l'avortement et la contraception, et où des médecins faisaient, dans des conditions des fois précaires, hein, pratiquer des avortements. Et quand il y a eu, comment dire, c'est le professeur Lardeur là que je décris, comment dire, est neurologue, mais comment dire, c'est se faire, comment dire, publie quand ce n'est plus trop dangereux, quelques annonces dans le journal local pour dire qu'il a pratiqué des avortements. Comme ça, il commence à jalonner un petit peu le terrain. Mais quand il est au pied du mur, parce qu'en fait, entre le vote et la mise en place des structures, il y a quelques mois qui se passent où il y a du flottement, il y a donc impossibilité de réaliser l'avortement à l'hôpital. C'est autorisé, mais on ne peut pas le faire. Ouais, c'est ça, il n'y avait pas les structures. Et c'est là où il recommande un petit peu un jeune confrère, mais lui c'est fini, quoi. Et de toute sa splendeur, voilà, très mandarin, il remercie Paco qui est venu le solliciter pour la fruitière. Pour une de ses patientes. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il faut dire quand même, c'est vrai que c'était l'époque là où il y a eu des mesures sérieuses et des mesures fantaisistes de Giscard. Enfin, on va pas y passer. Mais en fait, quand même, il y a eu le droit de vote à 18 ans. Oui, bien sûr. Il y a eu le divorce par consentement. Et donc l'IVG. Et donc l'intervention. Et alors dans les choses plus burlesques, plus fantaisistes, on va dire, il faut rappeler quand même un changement de ton pour la Marseillaise, un changement de couleur dans le bleu, blanc, rouge du drapeau, et quelques numéros d'accordéon. Voilà. Voilà. Alors, un mot quand même, parce que comme pour Federico, sur ce livre-là, il y a l'idée que à chaque fois, les personnages sont à la croisée des chemins. C'est ça. Ouais. Et que se pose pour eux la question de choix, notamment le choix de carrière, mais aussi de l'engagement ou du non-engagement. Hein, puisque certains des personnages du film, qui sont proches du personnage principal, eux sont engagés de manière plus radicale, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette réflexion sur pourquoi s'engager, comment s'engager, et finalement se rendre compte qu'on s'est trompé quelquefois quand on s'est engagé? Voilà. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un entre-deux. C'est-à-dire qu'on a dépassé la période avec les apports ou les choses regrettables. Enfin, moi, je ne juge pas, mais je veux dire par là qu'après 68, la société a changé de toute façon et les choses ont évolué.
Et il y a eu quand même des éléments importants. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'engagement révolutionnaire, puisque là on parle d'un petit groupe révolutionnaire qui tourne autour, que Paco aperçoit un petit peu à La Rochelle, et que fréquente sa fiancée, enfin son amie Hélène, il y a quand même... en France, il n'y a pas eu la violence qu'il y a eu en Italie ou en Allemagne. Et c'est-à-dire qu'à partir de 1973, la gauche prolétarienne s'est dissoute, que Gesmar a dit non, enfin bon, etc. On arrête. Et ces gens se retrouvent, donc, comme vous dites, à la croisée des chemins, et avec le temps qui avance, et à devoir faire des choix. Alors certains continuent jusqu'à l'absolutisme, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu, et jusqu'à une consomption d'eux-mêmes, parce qu'il y a eu quand même des suicides, des gens qui sont perdus dans la drogue, etc. Et socialement irrécupérables, en tout cas. Et puis, certains qui ont évolué sur des choses plus modérées. Certains sont rentrés au PS. C'est ce que vous décrivez dans le comme livre. Par exemple, la Juliette, l'héroïne, qui était une des participantes au MLAC et qui était révolutionnaire dans les années 70, et qui, là, va s'engager plus dans les mouvements féministes. Et on voit bien que l'écologie, le féminisme, tout ça, sont des voies de militantisme qui affleurent à ce moment-là. Alors vous faites un clin d'œil très sympathique à Michel Crépeau, qui était finalement pionnier, pas finalement, qui était réellement pionnier dans la défense du vélo en ville, on se souvient, La Rochelle, etc. C'est évidemment très sympathique. Alors il nous reste quelques minutes avant le goûter, le buffet espagnol, pardon. Donc votre personnage principal, eh bien, il ne rêve pas du Marais Poitevin, mais il rêve plutôt de l'Espagne et de la tauromachie. Et donc, vous avez développé cette passion-là, cette passion du personnage pour la tauromachie, dans un autre livre qui s'appelle Bleu, ciel et or, cravate noire. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, ainsi que de votre avant-dernier livre, Bye Bye Bird, qui lui se déroule dans les années 60 en Angleterre? Alors très rapidement, Bleu ciel et or, cravate noire, c'est mon second livre. J'en étais porteur. J'ai vécu des aventures tauromachiques et à travers l'Espagne, dans une France d'après 68, donc avec un changement de société, et une Espagne où la jeunesse quand même piaffait de rejoindre un peu les autres jeunesses européennes et en avait assez du franquisme finissant. Voilà, ça c'est pour le contexte. Ensuite, ce dont je voulais témoigner dans ce livre, c'est parce que j'ai participé, j'ai connu ce milieu et j'ai connu ces jeunes gens. C'était des jeunes gens qui pour la plupart n'avaient pas le verbe, mais qui voulaient avoir un parcours initiatique et se réaliser et exister. Et à travers un accomplissement, je ne suis pas prosélyte de la tauromachie, je dis juste la passion de ces jeunes gens. Ils avaient un parcours initiatique qui était absolument étonnant, remarquable, et donc ça donne lieu à des aventures picaresques de village en village, et Parco participe à cette aventure avec toujours, jusqu'où on peut aller et pas au-delà d'une passion sans se tromper. Voilà pour le livre tauromachique que j'aime beaucoup, c'est un beau livre, je vous le recommande. Et Bleu ciel et or, cravate noire, c'est la couleur du costume dont rêve Paco dans ce livre. Le dernier, Bye Bye Bird, qui est un livre de transition, je dirais, avec l'autre période et l'autre grand livre, celui dont j'ai dit qu'il est en attente de publication. C'était Bye Bye Bird, c'est l'histoire d'un jeune adolescent, cette fois-ci, toujours mon Paco, et qui part à Bordeaux-Bristol Exchange, c'est-à-dire il y avait un jumelage Bordeaux-Bristol, et en 64-65, il va passer 6 semaines à Bristol, et il découvre, c'est un électrochoc, il découvre non seulement dans sa famille la vieille société anglaise, rigide, austère, etc., mais le fils de la famille lui fait connaître une autre culture, la pop culture qui est en train d'éclater. Et c'est là qu'on voit les premières fois les Stones, les Animals, tout ça à la télévision, et avec, il y a vraiment un séisme qui se passe au niveau de la société, qui commence par cette société anglaise avec sa pop culture et sa Beat Generation. Voilà, j'ai été le plus bref possible. Non, mais très bien, merci. Alors, une question, les deux films qu'on a proposés aujourd'hui ont été choisis par les invités. Donc, le film sur le Gréco a été choisi par Yves Arte.
Et donc, vous avez choisi Amarcord, donc un film italien, et non pas espagnol. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors, très vite, quand vous m'avez gentiment invité, j'ai réfléchi, il fallait que je vous donne une réponse assez rapide. Et quels étaient les livres qui pouvaient un peu évoquer... Les films. Films, pardon. Vous avez dit film tout à l'heure pour livre. Ah ouais, voilà. Vous voyez, match un prêté pour un non, mais chacun nos passions. Et, en fait, voilà, il y avait cette tendresse dans un adolescent un petit peu qui transgresse un peu, qui est quand même un peu coquin, et qui, avec ses camarades de classe qui sont des cancres, et qui en savent un répertoire sur la sexualité, la scatologie et tout ça, et qui admirent la belle et pulpeuse Magali Noël dans le village qu'on peut penser natif de Fellini, dans la région de Rimini. Donc il y a une tendresse des personnages. Comment dire ? Dans mes livres, ça je voulais le dire aussi, les personnages, le mal n'est jamais abject. Il y a toujours quand même une raison, il y a toujours, ça c'est important, et je sens cette tendresse. Et donc on commence dans ce film avec la tendresse des personnages, le côté burlesque, et peu à peu quand même le paysage s'assombrit. C'est-à-dire qu'en même temps que monte le fascisme et les procédés qui sont de moins en moins épatants, quoi. Et jusqu'à ce que le père de l'adolescent... faut pas tout dire. Non, pardon. Faut pas tout dire. En tout cas, non, c'est un choix évidemment magnifique. On est dans la salle Fellini. On est ravis de pouvoir vous montrer sur grand écran Amarcord, qui veut dire « je me souviens ». Alors, je ne sais plus si c'est en italien ou en... C'est en romagnol. En romagnol, voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions avant qu'on rejoigne la signature et le buffet ? Peut-être vous êtes affamés, sachant qu'évidemment, vous aurez tout le loisir de discuter autour d'un verre avec notre écrivain. Pas de questions. Alors, les questions, ça sera tout à l'heure. Un grand merci à François Garcia. Merci Audrey. On vous incite avec Audrey très chaleureusement à dévorer vos livres, des livres d'histoire, des histoires très attachantes, de Bordeaux, d'Espagne, vous l'avez compris, avec un style très original qui est tout à fait réjouissant. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de l'invitation.